Je vous suggère qu'on commence sans tarder, puisqu'on a pris quelques minutes de retard, notre audition du Conseil national, qui est l'audition du groupe de contact des entreprises de l'énergie, que je vais donner la parole dans 30 secondes à François Michel et Gilles Vermaux-Desroches, qui ont piloté, patronné, animé les travaux de ce groupe de contact. Et je ne sais si, au préalable, Anne Lauvergeon et ou Michel Rollier souhaitent dire quelques mots sur ces travaux, puisqu'ils ont, pour le comité de pilotage, été très présents au sein du groupe de contact. Je me tourne vers Anne ou je me tourne vers Michel. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais dire que ce groupe de travail des comités des entreprises, groupe de contact des entreprises, va vous restituer ce matin, je dirais, l'état des lieux. Il y a eu un travail très, très intensif qui a été produit par l'intermédiaire, je pense que François Michel vous l'expliquera, de 5 groupes de travail qui ont réuni environ 120 entreprises de toute taille, de tout secteur, mais avec comme point commun l'énergie. Et je crois qu'on doit voir ce qui va vous être restitué ce matin comme un travail d'étape. Et que je dirais que c'est work in progress. Il y aura forcément une suite. Voilà. Merci. Michel? Non? Alors, François Michel, allez-y. Merci. Bon, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Donc, je m'appelle François Michel, je suis le directeur du plan de Saint-Gobain et j'ai l'honneur d'assurer la présidence du groupe de contact des entreprises de l'énergie. Nous allons vous présenter ce matin avec Gilles Vermaux-Desroches et l'ensemble des rapporteurs des groupes de travail que nous avons mis en place au sein du groupe de contact la synthèse en l'état de nos travaux. On va faire cette présentation à 2 voix avec Gilles Vermaux-Desroches et ensuite nous serons à votre disposition avec tous les rapporteurs pour répondre à vos questions. Alors, peut-être en introduction, il est utile de relire la charte du débat national. Celle-ci précise que le groupe de contact des entreprises de l'énergie a été établi pour 2 raisons. D'une part, permettre un dialogue organisé et transparent avec l'ensemble des acteurs économiques de l'énergie, et d'autre part, proposer à ces acteurs un espace d'échange pour alimenter le débat. Alors, cet exercice est, vous le savez tout autant que nous, une première. Et je dois dire d'emblée que pour les entreprises qui y ont participé au moins, nous considérons que cet exercice en tant qu'exercice est d'ores et déjà un succès puisqu'elle nous a permis de beaucoup dialoguer et travailler ensemble. Et dans ce contexte, les membres du groupe de contact des entreprises de l'énergie sont particulièrement reconnaissants à la ministre de l'écologie pour cette innovation qui va, à notre sens, dans le bon sens, pour la transparence et la qualité du débat. Alors, comme il a été rappelé par Anne Lauvergeon en introduction, le groupe de contact des entreprises de l'énergie comporte environ 130 membres, entreprises, associations ou fédérations, et il a été constitué par le comité de pilotage de la transition énergétique. Dans un premier temps, notre groupe a été chargé de réfléchir au sujet des filières industrielles et de l'efficacité énergétique pour alimenter généralement le débat national et en particulier vos réflexions au Conseil national. Je dois dire que l'ensemble des membres du groupe de contact se sont très fortement mobilisés pour produire des travaux synthétiques en l'espace de quelques semaines. Et c'est une synthèse générale de ces travaux et de ces propositions que nous allons vous présenter aujourd'hui. Les propositions, les contributions individuelles de chaque groupe de travail seront rendues publiques prochainement. Alors, au quotidien, nos travaux ont été suivis de manière active par le comité de pilotage de la transition énergétique et le secrétariat général du débat. Et nous tenons à remercier à la fois Anne Lauvergeon, Michel Rollier et le secrétariat du débat Thierry Val et Léna Spinazze pour leur très forte implication et très positive dans nos échanges.
Alors, notre groupe de contact s'est organisé, comme il a été dit en introduction, en 5 groupes de travail thématiques qui rassemblaient chacun 30 à 40 participants. Le premier de ces groupes portait sur la compétitivité de l'approvisionnement énergétique, et les rapporteurs de ce groupe étaient Fernand Felsinger de l'Uniden et Jean Durusquet de Total. Le deuxième groupe de travail portait sur les filières industrielles de la maîtrise de la consommation d'énergie dans l'industrie et dans le bâtiment, et la rapporteure de ce groupe est Marie Mugler de Dalkia. Le troisième groupe de travail que nous avons mis en place portait sur l'efficacité énergétique dans les transports, et c'est Jean-Michel Geffriot d'Alstom qui en a assuré la tâche d'être rapporteur. Le quatrième groupe portait sur les filières industrielles de l'offre d'énergie, et nous avons eu sur ce groupe 3 rapporteurs, Jean-Louis Ball du syndicat des énergies renouvelables, Goulven Graya d'EDF et Thierry Calfon de GDF Suez pour ce groupe. Le cinquième groupe portait sur les infrastructures de réseau, et c'est Hervé Mignon de RTE qui en a assuré la tâche d'être rapporteur. Donc évidemment, tous ces rapporteurs sont là aujourd'hui et sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Le groupe de contact des entreprises de l'énergie s'est également doté d'une présidence assurée par Saint-Gobain et d'un secrétariat assuré par Gilles Vermaux-Desroches de Schneider Electric. Alors peut-être avant de passer à la synthèse, à la présentation de la synthèse de nos travaux, je crois qu'il est utile de repréciser que notre groupe de contact des entreprises de l'énergie a essayé de faire émerger un consensus entre les membres de ce groupe qui dépasse la position individuelle des entreprises, des associations, des fédérations auxquelles nous la position complète de chacune de nos entreprises, de chacune de nos organisations, à titre individuel, que nous avons aujourd'hui mandat pour vous exposer. Par ailleurs, d'ailleurs, ces positions d'entreprise font l'objet d'auditions spécifiques dans le cadre du débat. Alors, pour en venir à la synthèse de nos travaux, en fait, pour contribuer à la réflexion collective sur la transition énergétique du point de vue de techniciens en fait, d'entreprise, nous sommes partis du constat que la France disposait d'atouts majeurs pour réussir sa transition énergétique. Je crois que le premier atout, il y a un grand consensus sur le fait que le premier atout français est certainement un savoir-faire reconnu mondialement en matière de production, de transport et de distribution d'énergie, ainsi que d'efficacité énergétique. Pour prendre quelques chiffres, pour illustrer ce savoir-faire
de visibilité ou de ne pas se donner d'objectifs de compétitivité, de prix de l'énergie, etc., à court, moyen et long terme, empêche nos entreprises d'investir au quotidien. Alors, l'exigence de compétitivité dont je viens de parler est évidemment particulièrement importante pour les industries intensives en énergie, c'est-à-dire celles dont l'énergie représente souvent la moitié ou plus du coût de production. Si on veut prendre un exemple, on peut penser à la pétrochimie européenne sur base naphtha, éthylène, propylène et en aval immédiat les grands plastiques correspondants, polyéthylène, etc., PVC. Cette industrie est désormais dans une situation concurrentielle extrêmement défavorable par rapport à la production aux États-Unis, avec des surcoûts complets en Europe qui sont de l'ordre de 25 à 30%. Et ceci avant même la création de nouvelles capacités pétrochimiques sur base éthane issues du gaz de schiste qui sont attendues pour les prochaines années. Et donc l'avantage américain pourrait conduire dans les prochaines années à véritablement des exportations massives de ces produits vers l'Europe, et ce qui est un fait totalement nouveau. C'est d'ailleurs comme l'un des éléments de réponse possibles à long terme à la question de la compétitivité des industries gazo-intensives que le groupe de contact, et j'y reviendrai, recommande la poursuite des études sur une possible exploitation du gaz de schiste en France. Ceci dit, pour terminer sur ce transparent, encore une fois, la situation particulière et spécifique des industries intensives en énergie exposées à la concurrence internationale, elle appelle évidemment des réponses urgentes en matière pour les pérenniser, mais ceci ne doit pas faire oublier le fait que la principale conviction des entreprises, c'est que c'est la compétitivité globale du mix énergétique. Alors, sur la maîtrise de la demande, je dois dire d'emblée qu'il y a un grand consensus parmi les membres du groupe de contact sur le fait que nous devons engager un grand programme pour maîtriser la demande énergétique en France. Et que dans ce contexte, le premier levier que les entreprises pense qu'il doit être utilisé, c'est la rénovation du parc de bâtiments existants, parce que c'est le plus gros gisement d'économie économiquement accessible. Alors, comme vous le savez, le président de la République a annoncé récemment un plan en faveur du logement, qui comprend notamment un volet en faveur de la rénovation des bâtiments, avec par exemple la mise en place d'un tiers financeur, l'augmentation des aides en faveur des ménages modestes et la meilleure information des ménages. Le groupe de contact des entreprises salue ce plan, mais pense qu'un certain nombre d'actions complémentaires seraient utiles pour aller plus loin et atteindre dans la durée l'objectif de rénovation du parc ancien à hauteur de 400 ou 500 000 logements par an pendant 40 ans, objectifs qui ont été rappelés de manière régulière par la ministre de l'écologie. Donc dans ce contexte, le groupe de contact préconise de jouer à la fois sur l'offre, sur la structuration et la professionnalisation de l'offre, en combinant efficacité active, passive, les énergies renouvelables, l'effacement, les contrats de performance énergétique, etc. Par exemple, en investissant dans la formation des artisans. Et deuxièmement, de déclencher la demande à des moments clés de la vie des biens, comme par exemple les ravalements des immeubles collectifs ou les mutations de biens, y compris par des obligations réglementaires auxquelles seraient associées des aides financières, et tout ceci évidemment sans surcoût budgétaire pour l'État. Alors, au-delà du bâtiment, nous pensons qu'il faut évidemment continuer à encourager les efforts dans l'industrie et dans les transports, deux secteurs, et je l'ai rappelé tout à l'heure, où nous pensons que de vastes programmes d'économie sont d'ores et déjà en cours, sont d'ores et déjà en cours. Je crois qu'il est utile de rappeler quelques chiffres pour prendre la mesure de l'augmentation de l'efficacité énergétique dans les transports sur une période récente. On peut regarder par exemple les émissions de gaz à effet de serre globales dans le secteur des transports, qui ont diminué de 4,5% entre 2000 et 2011, contre une augmentation de 16,1% entre 1990 et 2000. Si on regarde la consommation unitaire moyenne des voitures particulières en circulation en France,
celle-ci a baissé de 17% entre 1990 et 2011. Et les émissions pour prendre un autre chiffre, les émissions de CO2 par tonne kilomètre de marchandises ont baissé pendant la même période de 25%. Dans ce contexte, le groupe de travail pour les transports recommande d'accélérer le mouvement d'économie dans ce secteur en jouant sur 3 leviers principaux. Accélérer les gains d'efficacité énergétique dans les filières existantes, en particulier en misant sur l'innovation. Diversifier les sources d'énergie avec les biocarburants, l'électricité, le gaz, etc. Et améliorer la gestion du trafic, les infrastructures et l'intermodalité. Alors, dernier point sur l'efficacité énergétique. Nous pensons tous que la sortie de crise devrait permettre de redresser le prix du CO2, car les acteurs industriels ont besoin de ce signal prix à un niveau prévisible et raisonnable, et par ailleurs au niveau européen. Alors, il faudra toutefois veiller à préserver d'un trop fort signal prix les secteurs industriels exposés à la concurrence internationale, notamment ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, nous avons en présentation essayé de fusionner, puisqu'il y avait un groupe de travail qui s'était penché sur la question, les présentations des filières de production d'énergie matures et de production d'énergie en développement et notamment renouvelable. Puisqu'en réalité, et je crois que vraiment je dois insister là-dessus, pour le groupe de travail, notre groupe de contact des entreprises de l'énergie souscrit à des objectifs de développement très importants des énergies renouvelables sur le territoire national. Et nous pensons que le meilleur moyen de développer ces filières d'énergie renouvelable, c'est de ne pas déstabiliser les filières matures de production d'énergie qui permettent aujourd'hui à la France d'avoir un mix qui est globalement compétitif et qui permettent d'ailleurs d'avoir une industrie globale, une production en France dans de bonnes conditions qui sont favorables à l'environnement. Et donc, pour être précis, donc on pense que les filières matures de production d'énergie jouent un rôle pivot pour la transition énergétique et que filière par filière, il ne faut pas les déstabiliser. Alors, si on prend le parc nucléaire, par exemple, le groupe de contact des entreprises d'énergie, collectivement, pense qu'avec le parc hydroélectrique, celui-ci représente un atout fondamental pour notre pays, un socle de compétitivité qui permet d'avoir une énergie aujourd'hui qui est peu chère. Ce socle de compétitivité est au service de la transition énergétique. Il permet de garder une énergie globalement compétitive au moment où on investit dans les énergies renouvelables. Et donc, il faut rechercher une prolongation durable de son fonctionnement, évidemment sous réserve des approbations de l'autorité de sûreté nucléaire. Deuxième point sur les filières matures, le gaz. Nous pensons que le gaz doit être considéré comme une bonne énergie de complément et que dans ce cadre, il ne faut pas s'interdire de réfléchir à regarder quel est le potentiel d'exploitation nationale du gaz de schiste, en particulier au bénéfice des industries intensives en énergie. Autre filière mature, et puis je laisserai après la parole à Gilles Vermaux-Desroches, le pétrole va rester largement incontournable dans les transports pour plusieurs décennies. Nous pensons que, évidemment, nous souscrivons à l'objectif de développer, de diversifier les sources d'énergie dans les transports. C'est quelque chose que j'ai rappelé tout à l'heure. Le groupe, globalement, y est vraiment très favorable, mais il faut donner suffisamment de stabilité à la filière pétrolière pour les transports. Et c'est la même chose pour les autres filières matures, qu'elles soient la cogénération, les cycles combinés à gaz, l'éolien terrestre, qui disposent par ailleurs déjà d'une puissance installée de 7500 MW. Voilà, encore une fois, notre principal message, au-delà des messages particuliers sur les actifs de telle ou telle filière de production d'énergie existante, est que la meilleure manière de développer massivement les énergies renouvelables dans un modèle économique global qui permette d'avoir un mix compétitif et qui permette d'avoir une production qui reste en France, des entreprises qui investissent en France, c'est de ne pas déstabiliser les filières de production existantes pour ne pas créer de surcoûts au même moment.
Voilà. Mais encore une fois, nous sommes extrêmement favorables au développement d'énergies renouvelables. Et Gilles va d'ailleurs vous présenter ce point-là maintenant. Je vous remercie. Merci François. Pour être raccord, de fait, les groupes ont ensemble travaillé sur les filières matures et les filières d'énergie renouvelable, et en considérant que c'était un gagnant-gagnant que de trouver les nouvelles technologies et toujours progresser dans les filières matures, et en même temps de faire de grands plans pour financer les filières d'énergie nouvelle, en particulier l'éolien offshore, le solaire, la biomasse, le bois, la chaleur. On sait que les investissements en la matière sont assez importants. Si on prend quelques exemples par rapport à ceux que je viens de citer, si on prend l'éolien en mer, par exemple, on sait qu'on a une volonté de puissance installée pour l'éolien en mer de 6 gigawatts à l'horizon 2020, qu'à long terme, la France dispose du 2e gisement éolien en mer en Europe. J'oublie pas d'ailleurs de parler aussi des dom-toms sur le sujet. Et que cette filière est une filière industrielle forte qui peut explorer, qui peut utiliser la filière industrielle et le savoir-faire français naval et offshore, et que c'est un gisement très important. On peut parler aussi évidemment des filières solaires. Elles sont stratégiques, à la fois sur le territoire national et à la fois pour répondre à la logique internationale d'exportation des entreprises. Elles sont liées au bâtiment, comme on l'a dit tout à l'heure, mais de manière plus générale, on a avancé sur cette dimension. Et il faut à la fois viser la recherche, le développement, pas seulement dans un soutien aux nouveaux programmes, mais aussi dans tout ce qu'il y a du côté de l'expérimentation, parce que c'est des débouchés importants, et que souvent, entre recherche et mise sur le marché, cette phase d'expérimentation manque. Le succès des politiques de soutien doit être mesuré à l'aune d'un double objectif: passer rapidement le seuil de compétitivité et faire apparaître en France une nouvelle offre industrielle, évidemment pour la France, mais aussi à l'international. Et donc notre position est que dans les démarches qui doivent être engagées, il y a évidemment ce soutien à l'évolution des filières matures, mais de manière très forte, avec une part croissante, un soutien large et prévisible aux filières énergétiques nouvelles. 8e proposition, programmer et définir un cadre favorable pour financer des investissements massifs à réaliser dans l'énergie et donner aux acteurs une visibilité suffisante et un cadre administratif adapté. En particulier, mettre en place des prix de l'énergie qui reflètent leurs coûts et simplifier la réglementation. Les acteurs qui ont, comme c'est le cas de mon entreprise, une vision internationale du sujet, voient qu'une des raisons qui fait que nous prenons du retard en France sur ce sujet, c'est que l'ensemble des démarches administratives font que nous ne sommes pas au rendez-vous de programmes dans lesquels nous allons plus vite dans d'autres pays. Premier point. Deuxième point, pour financer ces investissements, et François a rappelé combien l'investissement dans les actions dans l'environnement était très capitalistique, il faut une vraie visibilité des prix, visibilité des politiques publiques, et donc visibilité de l'évolution des réglementations pour faire venir ces investissements, pas changer régulièrement la manière de porter les débats énergétiques. Si on parle par exemple de gel dans les prix du gaz, puis de rattrapage soudain, puis à nouveau de gel, on voit là qu'on a une politique qui ne donne pas de visibilité et qui n'attirera pas les capitaux nécessaires à l'évolution de nos politiques dans le cadre de la transition énergétique. 9e proposition, simplifier les procédures administratives, j'en ai déjà dit quelques mots, s'impose en particulier sur les questions d'infrastructures de réseaux énergétiques. Les smart grids, dans une comparaison internationale, évoluent très très vite dans beaucoup d'autres pays. Probablement que les réglementations qui ont été faites en France, bien avant l'émergence de ces nouvelles technologies, rendent compliqué l'ensemble de ces évolutions et ne permettent pas, en France,
de mettre en œuvre des technologies que les entreprises françaises ont, déploient à l'international. Et donc, il est urgent, c'est notre neuvième proposition, de simplifier les procédures administratives. 10e proposition, simplifier et s'appuyer fortement sur la recherche et l'innovation. La France est un pays où l'investissement privé et public dans l'énergie existe et a été reconnu. François en a expliqué l'importance. Il nous paraît que pour diversifier l'offre énergétique et optimiser l'amélioration de l'efficacité énergétique, voilà une dimension très importante, celle de la recherche et l'innovation. Et à cet égard, on peut y additionner un deuxième sujet qui est très important pour le pays, c'est celle des compétences et du partage des compétences. Nous avons là des filières nouvelles qui nécessitent des compétences nouvelles. On sait que dans notre pays, les filières scientifiques ont parfois quelques difficultés à s'imposer. Probablement que dans le cadre de la transition énergétique, un axe tout à fait particulier peut être fait sur ces compétences dont le pays a besoin, et en particulier pour permettre les innovations, la recherche, le déploiement dans tous ces métiers liés à l'énergie, pour lesquels il y a beaucoup de débouchés. 11e proposition, concourir à une information plus importante du public, avec des informations objectives pour les ménages. La certitude est que, en partageant l'information, en apportant aux consommateurs, aux ménages, aux entreprises, aux acteurs publics, les informations adéquates et objectives sur les questions énergétiques, sur le lien entre la réalité énergétique, la réalité environnementale, la compétitivité, la conséquence sur l'emploi, on apportera avec ces informations, et on le voit dans le cadre du débat public, ce qui permet aux uns et aux autres d'accroître le côté raisonné de leur comportement et l'amélioration de la maîtrise des consommations énergétiques. Ceci passe donc par un plan d'information de l'ensemble des ménages, des collectivités publiques, des entreprises, pour pouvoir conduire à une meilleure connaissance des sujets. Ce débat montre depuis le début la cohérence entre ces sujets, les sujets de compétitivité, les conséquences sur l'emploi. Et donc, il nous apparaît assez indispensable de pouvoir faire une information où tous ces sujets sont traités ensemble pour que les citoyens, pour que les entreprises en comprennent le lien et puis puissent avoir des comportements adaptés à ce sujet. Et vous l'aurez compris, c'est notre 12e proposition. Les entreprises que nous représentons avec François et qui ont travaillé depuis le mois de janvier à l'élaboration de ces premières propositions ont évidemment eu à cœur de confronter leur point de vue, de compléter ceci, de porter ici une parole commune qui permet à la fois de montrer leur engagement, leur disponibilité, mais aussi d'appuyer sur ces atouts qui furent l'introduction de cette présentation, l'atout de la France
qui naturellement auraient fortement souhaité être là et qui, comme vous le savez,
à ce que sont aujourd'hui les centrales nouvelles. Donc, c'est-il dit, c'est-à-dire la génération 3. Que tout réacteur nucléaire existant aujourd'hui sur le territoire national et qui devrait être prolongé au-delà de 40 ans devra être mis aux normes du référentiel existant EPR. Voilà, c'est les propos du président de l'Autorité de sûreté nucléaire qui a dit d'ailleurs qu'en cela, il s'inscrivait complètement dans la continuité de son prédécesseur. Et évidemment, comme vous avez insisté à juste titre, et je conclue là-dessus, que le facteur prix est un élément essentiel pour vous, donc le coût de cette mise aux normes de ces centrales nucléaires est un élément fondamental, en fait, dans l'ensemble du dispositif que vous avez indiqué. C'est-à-dire cette hypothèque sur combien ça coûte de mettre aux normes l'ensemble de ce parc. On lit des chiffres, certains des experts du comité d'experts ont publié des études disant que ça coûtait dans les 150 milliards d'euros. Bon, donc c'est quand même un élément extrêmement important. Je pense qu'il faut qu'on ait ces éléments pour pouvoir apprécier si, là-dedans, cette hypothèse que vous indiquez est une hypothèse réaliste ou pas. Si, je vous suggère qu'on écoute les différents commentaires, au moins pour une première salle de réponse, et qu'éventuellement après on réouvre le débat. Donc j'ai M. Orphelin, Mme Arditi, M. Bucchi, Mme Caïto et M. Guilbault. Donc, M. Orphelin. Merci beaucoup pour la Fondation Nicolas Hulot. Alors avec Maryse, on trouve qu'on a été un peu cachés aujourd'hui. On ne vous en veut pas, messieurs les caméramans, mais je pense que... Voilà. Non, deux mots d'abord. Merci beaucoup pour ce travail. C'est un doc d'entrée parmi d'autres qu'on aurait bien aimé discuter en groupe de travail, dans les groupes de travail du débat. Vous n'avez pas souhaité, et je le regrette, privilégiant cette présentation aujourd'hui. Malheureusement, les groupes de travail touchent à leur fin. Et donc, pour moi, c'était un doc à discuter, notamment dans les groupes de travail. Je crois que ça aurait été intéressant dans le groupe sur les financements, les coûts et les bénéfices de la transition, par exemple. Alors, une remarque et deux questions. La remarque, en lisant cette contribution, j'ai trouvé que sur certains points, il n'y avait pas beaucoup de nuances, notamment sur la compétitivité du nucléaire ou sur la nécessité de réouvrir le débat des gaz de schiste. Et puis aussi un côté pas très positif sur certains aspects de la transition énergétique. Et puis finalement, hier, en écoutant la conf de presse de la présidente du MEDEF, je me suis dit que finalement, il y avait quelques nuances. Enfin, on pouvait faire encore moins de nuances. Et j'y repasse 2 minutes aujourd'hui. On ne peut pas ne pas parler des déclarations de la présidente du MEDEF d'hier, avec quand même des formules assez fortes. On n'a pas d'idée, mais on a le gaz de schiste. C'est quand même pas rien de ressortir des phrases comme ça en plein débat sur l'énergie. Donc, pour nous, évidemment, des idées pour la transition énergétique, il y en a plein dans le débat, il y en a plein amenées par les différents collèges. Et il faut... et elles sont débattues dans les groupes de travail. Plein d'idées, évidemment, sur la sobriété, les énergies renouvelables. Donc, on n'a évidemment, pour nous, pas besoin du gaz de schiste. J'ai entendu aussi hier, on ne peut pas s'offrir la transition énergétique comme si la transition énergétique était forcément le scénario le plus cher. Là aussi, les travaux qui sont en cours dans les différents groupes de travail montrent plutôt le contraire. Et puis, rappeler que la transition énergétique, ce n'est pas quelque chose qu'on a le choix ou pas de faire et qu'on ne négocie pas avec le futur et que si on veut que le futur soit vivable, il faut que les différents engagements soient tenus. Alors, dans votre rapport, j'y reviens, il y a un certain nombre de points sur lesquels on est évidemment d'accord. La nécessaire visibilité, notamment du cadre politique donné, la simplification dans certaines, prudence avec cette notion, mais ça peut être évidemment une notion à travailler, l'importance de la recherche et l'innovation, l'importance de l'information de l'ensemble des acteurs, vous l'avez bien remontré ce matin, à la fois sur le grand public et sur les entreprises. Alors, mes deux questions. La première, c'est en quoi est-ce vraiment une transition que vous proposez ? Parce que transition, c'est passage d'un état à l'autre. Et là, effectivement, moi, j'ai plutôt vu ça comme la continuation du modèle actuel. On le voit bien, d'ailleurs, dans les termes que vous utilisez, déstabiliser, des choses comme ça. Oui, dans la transition, il y a forcément une évolution forte. Et j'ai retrouvé donc les deux mirages avec lesquels nous, évidemment, vous le savez, nous ne sommes pas d'accord. Le premier, le gaz de schiste, nouvel Eldorado, alors qu'évidemment, rien n'est sûr sur les aspects économiques et qu'en plus, ce serait plutôt un désastre environnemental. Et puis, le nucléaire, indéfiniment pas cher. Je crois que là aussi, les différentes approches présentées dans les groupes de travail, notamment dans le groupe sur le financement, montrent que c'est une notion qu'on peut questionner. J'ai trouvé dans votre rapport souvent une vision assez défensive, pas très positive de la transition. Et je redis
les termes qui, moi, m'ont frappé, les énergies renouvelables ne doivent pas déstabiliser les filières en place. Je trouve que c'est une manière d'aborder la question qui pose débat. Mais on est bien là pour débattre. Et en tout cas, cette première question, c'était en quoi est-ce une transition ? La deuxième question, encore plus essentielle pour nous, il y a vraiment quelque chose qu'à la Fondation Nicolas Hulot, on n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi vous vous refusez à considérer les effets bénéfiques de la transition énergétique, à la fois au niveau micro et au niveau macroéconomique, et les mettre en point d'entrée vraiment des réflexions. On a eu, il y a un mois, la présentation dans les différents groupes de travail de l'impact économique, macroéconomique du scénario négawatt, avec plus de 600 000 emplois en 2030, et la plupart par des effets induits, donc qui concernent toutes les entreprises, pas seulement les secteurs évidemment énergétiques, même s'il y a beaucoup de création d'emplois évidemment dans les nouvelles filières, mais ça c'est la clé de la compétitivité, c'est la clé du pouvoir d'achat, c'est la réduction du chômage, et donc voilà, pourquoi se refuser à considérer positivement cette transition énergétique, on voit bien dans le champ de mots que vous utilisez, pourquoi se priver d'avoir des leaders français sur les nouvelles filières? Voilà, donc en conclusion, moi je suis pas pessimiste. Ça me rappelle un peu à certains endroits où on était avec Gilles au début du Grenelle de l'environnement sur certaines options qui étaient proposées. Moi je pense qu'on va y arriver, mais il va falloir qu'on arrive les uns les autres à avancer ensemble. Et j'ai trouvé ce rapport un peu défensif par rapport à la vision qu'on a aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des travaux très importants dans les groupes de travail qui montrent que la sobriété peut être la clé de la compétitivité des entreprises demain. Et je pense que ça aurait pu être mis plus en avant. Mais si vos travaux ne sont pas encore finis, je pense que l'impact micro et macro de la transition énergétique, c'est vraiment quelque chose qui doit être travaillé. Merci, Madame Arditi. Merci. Alors, je vais éviter de redire ce qui a été dit. Alors, il y a un élément avec lequel je suis d'accord, donc je voudrais tout de suite le souligner avec force. Oui, il faut faire attention aux électro-intensifs. Et d'ailleurs, à ce propos, j'étais hier dans un groupe de travail où on a évoqué le sujet et la personne du MEDEF qui y était justement quelqu'un qui travaille, qui est professionnellement, dans les énergies électro-intensives, dans les industries électro-intensives. Et donc, je lui ai posé la question, au fait, non pas comparé à la Chine ou aux États-Unis, mais comparé simplement à l'Allemagne. C'est plus simple, c'est moins loin. Est-ce que vraiment les électro-intensifs ont des avantages très très supérieurs? Et en gros, il m'a dit oui et non. Oui, parce que grosso modo, ils payent leur énergie 10% moins cher que nous. Les électro-intensifs allemands payent grosso modo 10% moins cher que les électro-intensifs français. Alors, comme c'était justement quelqu'un qui est là-dedans, je suppose que c'était assez juste. Donc, c'est pas nul, mais c'est pas dramatiquement monstrueux. Donc, voilà, on n'est pas très loin. Alors après, moi, je voudrais rentrer peut-être dans 2-3 points, mais de détail, un peu plus dans le détail, qui pour moi sont des contradictions fortes dans le texte. Par exemple, à la première page, il y a écrit, ou à la deuxième page, il y a écrit la compétitivité, donc en gros le prix pas cher de l'énergie, est indispensable pour notre industrie, oui. Pour l'emploi, non. Pour le pouvoir d'achat des ménages, etc. Non. Il y a là quelque chose de radicalement contradictoire. Plus une industrie est capitalistique, plus elle est rentable si elle a bien trouvé son créneau, moins elle crée d'emplois. C'est sa définition même. Donc plus vous allez choisir des filières très capitalistiques pour faire de l'énergie ou pour l'économiser, etc., et plus vous créerez de chômage. Excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça. Si on choisit, d'un côté, vous avez toute la compétitivité, aucun emploi, vous avez du chômage. De l'autre côté, vous avez peut-être beaucoup d'emplois, mais pas assez de compétitivité. Il faudrait être quelque part entre les deux. Mais ça ne peut pas être priorité absolue à un seul de ces deux termes. Il faudra arriver à trouver une balance entre ces deux termes. Il faut arriver à créer, à s'intéresser autant à l'emploi qu'à la compétitivité. Deuxième point qui me paraît un peu contradictoire. Oui, bien sûr, on a dit qu'il faudrait faire des économies d'énergie. C'était difficile de ne pas le mettre à minima. Je remarque quand même qu'il n'y a pas eu de groupe de travail sur les économies d'énergie dans le bâtiment. Vous avez dit... il était générique. Il était très très général. En fait, est-ce que vous avez mis ça? Bon. Alors, évidemment, le problème c'est, si on a comme objectif d'avoir beaucoup d'énergie pas chère, et que la transition c'est ça, c'est conserver un maximum d'énergie pas chère, il n'y aura jamais d'économie d'énergie, vous le savez. Puisque finalement, il y en aura beaucoup pas cher.
Donc, ce n'est pas la peine de faire croire que je peux mettre en plus un peu d'économie d'énergie. Si vous dites aux ménages à partir de demain, vous le payez 3 fois moins cher, on le sait. Quand le pétrole s'est réeffondré en 1986, toutes les économies d'énergie qui étaient en route se sont arrêtées. Donc, si vous voulez, c'est pas la peine. On peut l'écrire, ça fait bien. On est obligé de l'écrire. Mais en fait, on sait que cette ligne-là, elle ne compte pour du beurre. Troisième ligne qui compte pour du beurre, les ENR. Alors, les ENR, je vous lis. Le soutien doit viser la recherche, le développement, la démonstration, donc on dit R&D plus pilote, et la garantie de débouchés domestiques adéquats dès que cela fait un sens économique. Quand ils sont devenus rentables, on pourra, mais il n'y aura plus besoin de les soutenir. Ils seront rentables tout seuls, donc on n'aura plus besoin de vous. Donc en gros, il faut soutenir la R&D, les pilotes, la démonstration, mais pas trop quand même l'installation chez nous. Deuxième élément, le succès des politiques de soutien doit être mesuré à l'aune d'un double objectif. Dépasser le seuil de compétitivité. Oui, mais au moment où il aura dépassé le seuil de compétitivité, on n'aura plus besoin de soutien ni de personne. Et faire apparaître une filière exportable. Ce qu'il faut bien comprendre, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que vous n'aurez une filière exportable que si vous en faites suffisamment chez vous pour que vos entreprises soient crédibilisées d'une certaine manière. Si vous dites « c'est pas bon pour chez moi et pour la France, mais je veux bien en placer ailleurs », ben les gens ils iront voir les Allemands qui en mettent chez eux, ils iront voir leurs entreprises allemandes, les Danois qui en mettent chez eux, ils iront voir les entreprises danoises et pas les nôtres. Alors, un dernier point, un avant-dernier point, ou non, un dernier point même, je laisserai tomber le dernier. Un dernier point de contradiction. Donc on explique bien, il faut que ce soit rentable, rentable, compétitif, donc pas cher, pas cher, pas cher. Puis alors à la fin, là, il y a une ligne quand même. Il faudra mettre en place des prix de l'énergie qui reflètent leurs coûts. Voilà, là on y arrive. Bien entendu, aujourd'hui, les prix de l'énergie, en particulier le nucléaire, ne reflètent pas ses coûts, parce que je vous rappelle qu'il y a un président d'EDF qui a dit « je veux 30% d'augmentation en 5 ans », il s'est fait virer. Qu'il y en a un autre aujourd'hui qui commence à dire « il va quand même falloir que vous nous augmentiez le prix de l'électricité, je ne peux pas continuer comme ça ». Donc, de toute évidence, l'électricité ne paye pas ses coûts aujourd'hui. Vous demandez qu'elle les paye, mais vous demandez en même temps qu'on dise c'est comme si tout ça va rester très très bon marché et pas cher. Voilà. Ça me paraît beaucoup de contradictions dans un seul document. Merci. Monsieur Bucchi, j'ai ensuite Madame Kaito, Monsieur Guilbault et Monsieur Géliska. Oui, merci pour cette présentation qui nous éclaire. Je ne ferai pas de commentaires. Je resterai sur le champ qui concerne les collectivités et nos administrés. Pour évoquer en particulier le sujet de la rénovation, vous avez dit une phrase, mais très rapidement, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais la première partie, oui, la seconde, je ne sais plus. Vous avez dit rénovation, pourquoi pas obligatoire, et vous avez dit, je crois, sans aide de l'État. Et je voudrais savoir, dans ce cas, qui apporte les aides, si c'est la collectivité. Auquel cas, si c'est la collectivité, il faudrait que l'on parle du partage des bénéfices quand il s'agit de la production d'énergie renouvelable en particulier. Le deuxième point, c'est pas tellement pour ce débat-là que je le dis, mais puisque vous avez dit sur ce sujet, qui pour nous, collectivités, est extrêmement important, on a conscience de devoir aider nos administrés à rénover, mais pour le faire, on a besoin d'être éclairé sur les consommations. Or, aujourd'hui, nous ne possédons pas cette information et donc nous demandons que cela soit fait et que nous puissions, quartier par quartier, voire au plus près, connaître la consommation sur notre territoire pour pouvoir agir là où il le faut. Cette information nous fait défaut. Merci beaucoup, Monsieur Bucchi. Il faudra répondre à votre question. J'ai Madame Kaito. Oui, déjà l'introduction, apparemment il y a un document. Moi, je voulais déjà dire qu'on n'a pas eu de document par la présentation qui a eu lieu ce matin. Donc, on réagit à chaud sur la présentation. Non, mais voilà, je voulais quand même le signaler. C'est bien ça, enfin, parce que je débarque un peu moins. Le document vous avez été envoyé dans une version très légèrement différente. Je crois qu'il y a une ou deux slides. La semaine dernière, lors l'un des deux envois que j'avais fait, l'un qui portait sur le groupe de contact et l'autre qui a suivi qui portait sur une prise de position à un certain nombre d'associations d'élus. Donc il a été adressé mercredi ou jeudi, il y a 8 jours à peu près. Et je ne sais pas ce qu'il est advenu à ce moment-là. Je suis désolé, Madame Kaito. Bon. Donc quatre points qui mélangent les questions et les commentaires, un petit peu comme les intervenants précédents. Le premier point, c'est par rapport à la R&D. Vous avez dit en votre présentation que la France était au 3e rang mondial pour la R&D dans le domaine de l'énergie.
Alors on sait tous ici que c'est un point central, en particulier parce qu'on attend tous d'éventuelles ruptures technologiques, en particulier sur le stockage d'électricité ou le captage et le stockage de CO2. D'ailleurs, c'est un point qui avait été mis comme dans la feuille de route de la conférence environnementale, atteindre l'objectif de Lisbonne de 3% de la R&D pour la France. Alors je pense qu'on en est loin. Moi, le chiffre que vous me donnez me surprend beaucoup. Et en plus, je pense qu'il est à l'encontre des politiques des grands groupes sur le secteur. Donc, j'allais me demander est-ce qu'il n'y a pas un peu de schizophrénie dans tout ça. Donc, j'aimerais quand même des éclaircissements par rapport à ça. Le deuxième point, c'est que je trouve que c'est très significatif que dans votre présentation, alors sauf un petit peu à la fin où vous parlez de compétences, mais de façon très elliptique, il n'y ait pas un mot sur les salariés du secteur, c'est-à-dire sur ceux qui font quand même fonctionner les entreprises. Et ça, enfin franchement, je trouve que c'est quand même extrêmement significatif et dommageable. Le troisième point, donc je pense qu'on est dans un secteur, le secteur énergétique, qui demande des investissements lourds sur du long terme. Et je pense qu'un des problèmes justement de ce secteur, c'est qu'on a des entreprises, et je parle en particulier des grands groupes, qui demandent des taux de rentabilité qui sont exorbitants par rapport à ce secteur, et qui ont des politiques à l'international, en particulier en se recentrant sur les marchés asiatiques et en délaissant le service public en France, qui posent un réel problème. Et le dernier point, c'est que j'aurais quand même aimé avoir votre avis sur le bilan de la déréglementation du secteur de l'énergie, parce que nous, l'analyse qu'on fait, c'est que c'est un des éléments qui fait que, contrairement à ce qui est communément admis, il y a une hausse des prix, enfin c'est un facteur de hausse des prix dans le secteur. Merci. J'ai Monsieur Thibault. Oui, merci. Je voulais moi aussi remercier le groupe des entreprises de cette présentation. Je crois qu'en effet, cela montre à la fois, mais c'est depuis maintenant quelques semaines qu'on voit la complexité de ce débat et qu'il est multi-composante. Et je crois que la présentation est nuancée et nous partageons beaucoup de ces nuances au MEDEF. Nous les portons, je crois, de la même façon. Qu'en effet, on ne peut pas parler d'un mix sans montrer la complexité de ce mix, d'où l'on vient et où l'on peut aller, et que, au-delà d'objectifs climatiques que nous pouvons largement partager, il y a aussi un impératif économique. Et puis je crois que la valeur ajoutée de ce groupe, c'est aussi la diversité des entreprises qui le composent et le fait de nous rappeler que des réalités techniques et économiques sont vécues sur le terrain, souvent mondial, par ces entreprises et qu'elles ont des expériences ailleurs et qu'on peut du coup en tenir compte parce que je crois que là aussi on peut rappeler que les entreprises veulent s'engager dans la transition énergétique, simplement il faut qu'on la définisse bien ensemble et que cette transition énergétique sera bien une affaire publique-privée. On n'aura pas un jour, tiens, la transition c'est ça, on appuie sur un bouton, puis tout le monde va faire. Il faut qu'on ait des conditions réglementaires, des conditions de financement et des conditions d'exercice d'activité des entreprises en matière de compétitivité qui permettent tout simplement à chacun d'agir et d'avoir un cap partagé. Et donc je pense que cette présentation nous permet aussi de nous dire qu'il y a derrière cela des acteurs de toute une chaîne. Ce n'est pas seulement la production d'énergie, ce n'est pas seulement la consommation, c'est aussi toutes les solutions industrielles. Voilà, donc moi je pense que au contraire, comme il y a plusieurs groupes qui continuent de travailler jusqu'à la fin mai sur le mix, sur coût et financement, sur la compétitivité, je pense que c'est une contribution que nous pourrons débattre dans les groupes, il me semble, comme l'ensemble des contributions du débat. Qu'au fond, la question économique fondamentale, c'est-à-dire comment on va mettre notre économie en situation de non pas seulement d'absorber, mais au contraire d'assumer et de porter une transition énergétique, ça doit se faire aussi à l'aune de l'emploi. Tout à l'heure, une intervention laissait presque entendre, mais je pense que ce n'est pas tout à fait ce que l'intervenant a voulu dire, mais de dire qu'il faudrait, je caricature, mais qu'il faudrait des industries non compétitives pour avoir plus d'emplois, c'est quand même très choquant. Je pense qu'à nouveau, ça n'est pas, mais quand on regarde la perte d'emplois industriels qu'on a depuis 10 ans, et qu'on voit la perte de compétitivité, je pense qu'il y a un lien et qu'au contraire, c'est en ayant des entreprises compétitives qu'on créera de l'emploi. Bien sûr que le sujet capitalistique et d'industrie qui emploie plus ou moins de main-d'œuvre, c'est aussi une question. Mais d'une manière générale, il faut viser la compétitivité pour avoir plus d'emplois pour l'économie française. Ça me semble assez évident, mais il faudra qu'on soit convaincant pour le démontrer. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Monsieur Géliska.
Oui, merci. Alors, je vais commencer par regretter l'absence de la ministre aujourd'hui, mais ça aurait été pour la féliciter. Vous savez qu'on avait eu des petits écarts de langage des uns et des autres. Pour la féliciter de sa position au niveau international sur l'objectif à 2030 de 30%, les 3 fois 30%. Je tiens à ce que ce soit dit publiquement venant de moi, et je vous compte sur vous tous pour lui transmettre mes félicitations. Ça, je crois qu'on y manquera voilà. pas. Hein. On va lui envoyer un SMS tout de suite. Voilà. On va lui envoyer un SMS. L'avion est en train de faire demi-tour. Et je continuerai par malheureusement une prolongation de l'alerte que j'avais faite à son adresse à l'époque, puisque aujourd'hui, vous savez que la LETA 2012 a été annulée provisoirement par le Conseil constitutionnel, me semble-t-il, le Conseil d'État, pardon, pour lui dire qu'il faut vraiment faire attention à ce que ce fameux 258 dont je lui avais parlé directement ne bouge pas entre aujourd'hui et le mois de juillet probablement, le moment où l'administration aura le temps de refaire son travail pour avoir une RT 2012 stabilisée. Ça, c'était juste une introduction. Sur le rapport des entreprises, alors moi, j'étais content de voir que la question des vecteurs était, pour une fois, un peu correctement posée, puisqu'on parlait d'électricité. Puis d'un coup, j'ai vu le mot gaz dans les transports. Je me suis dit, tiens, ça avance dans le bon sens. Zut, gaz de schiste. Il y a par contre un mot qui est totalement absent, c'est biogaz. Je voudrais informer ces messieurs des entreprises qu'on a bien au-dessus du gaz de schiste qui est profond et dont on sait que si on va le chercher, on va générer du gaz à effet de serre, on va bousiller l'environnement pour être poli. Au-dessus de ça, il y a tout ce qu'on appelle la biomasse, qui est un formidable gisement. Alors celui-là, il n'y a pas besoin de rupture technologique, on le connaît, il est là, on sait le faire fructifier depuis des millénaires. C'est même une des activités de l'humanité depuis toujours. Ça s'appelle la biomasse et qu'avec ça, on peut faire ce qu'on appelle le biogaz ou du biométhane. On peut faire aussi de la gasification de biomasse, on peut aussi faire de la méthanation, etc. Enfin, il y a beaucoup de technologies aujourd'hui existantes, dont certaines qui ont été découvertes par des prix Nobel de chimie français, Paul Sabatier en l'occurrence, et qu'il vaudrait mieux s'intéresser à celui-là, parce que le coût d'investissement, le capital à mettre en œuvre est bien inférieur à celui des autres, et que j'invite les entreprises françaises, en tout cas celles qui sont représentées ici, parce que j'ai cru comprendre que toutes n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, de s'intéresser d'abord à ce gisement-là. Deuxième élément que j'ai trouvé positif aussi, c'est celui qui est encore sous nos yeux, c'est l'information objective des citoyens. Ça tombe bien, les ONG avaient demandé que pendant la période du débat, il y ait une abstinence de la part des entreprises de l'offre d'énergie sur la publicité. Merci de ne pas confondre la publicité et l'information objective des citoyens. Professionnellement, je dirige un espace info-énergie. Ça fait 10 ans, 20 ans maintenant, qu'on travaille avec des bouts de ficelle pour justement donner cette information au grand public, aux PME, aux collectivités, les accompagner, les aider dans toutes les informations nécessaires. De grâce, ne confondons pas la publicité ou l'information, le publi-reportage et tout ce type de choses avec l'information objective. Nous avons besoin d'un service public local, de l'information, de l'accompagnement, de la transition énergétique. Nous sommes parfaitement d'accord, mais attention qu'on soit bien d'accord aussi sur ce que ça signifie. Enfin, je me permets de m'étonner de quelque chose dans le discours que j'ai entendu qui est quand même assez défensif. On ne sent pas que les entreprises, en tout cas celles qui s'expriment ici, ont vraiment envie de la transition. Ça a été dit, je ne veux pas le redire. Par contre, quelque chose qui m'étonne quand même, c'est que dans votre discours, on a l'impression que tout est à cause de la transition. On va délocaliser si on fait la transition. J'avais cru comprendre jusqu'à présent que le MEDEF était plutôt sur un discours, c'est les cotisations sociales, c'est les charges, c'est ça qu'il faut qu'on délocalise. Alors il y a peut-être un changement, mais dans ce cas-là, on peut peut-être s'entendre, parce qu'il y a peut-être une réflexion à avoir sur la fiscalité, le transfert de tout ce qui est les contributions sociales, la fiscalité, etc., du travail sur l'énergie, en assumant qu'on aura une énergie plus chère. On aura par contre des coûts de production équivalents ou moins chers, et que là, peut-être une piste de réflexion à avoir tous ensemble, dont malheureusement, je n'ai pas senti, ne serait-ce que l'amorce dans la présentation des entreprises, qui, je le répète, est, de mon point de vue, celle qui est présentée ici, extrêmement défensive, et qui, malheureusement, je pense que si elle est tenue telle qu'elle, nous mène directement dans le décor. Je ne reprendrai pas ce qu'a dit Denis Baupin, c'est le Père Noël, on fait tout, et comme ça, on a de l'argent partout. Non, le monde n'est pas comme ça. Ce ne sont plus les ONG qui sont irréalistes, utopistes. Je pense que ce sont les entreprises si elles fonctionnent comme ça. Merci. Merci, Monsieur Géliscar. Alors, je fais une petite remarque de méthode. Nous sommes une grande famille déjà maintenant, depuis qu'on a commencé à discuter depuis novembre, mais nous avons, depuis cette séance, c'est ouvert à la presse, à nos confrères de la presse qui sont là. Et donc, je vous demanderai, à chaque fois que vous prenez la parole, de vous présenter et de vous donner votre affiliation pour que notre débat familial devienne audible à tout le monde. Donc, à partir de toutes ces questions, commentaires, appréciations, je
crois que je vais vous laisser la parole. Je crois que vous avez le temps d'y répondre, en tout cas à ce stade. Je crois que nous avons bien compris que c'était un premier document, que, effectivement, comme l'a dit Michel Guibaud, les discussions vont se poursuivre dans les groupes de travail et sans doute au sein du groupe de contact. Je pense qu'on peut retenir de ça, en tout cas, que c'est vraiment important qu'il y ait des canaux rapides de discussion au sein des groupes de travail pour que ça avance. Et ça nous met aussi un certain nombre, j'y reviendrai peut-être en conclusion de ce débat, un certain nombre de points à traiter un peu plus précis sur la table, qu'on a déjà listés, soit qui venaient des commentaires, soit qui venaient des questions que vous vous posiez. Donc je ne sais pas qui prend la parole d'abord, mais à vous. Oui, merci. Je crois que la première chose que je voudrais faire en réponse à toutes vos questions... Donc, malheureusement, ça s'applique à vous aussi. Alors, si vous pouvez vous présenter comme ça... François Michel, donc, président du groupe de contact des entreprises de l'énergie et par ailleurs de Saint-Gobain. Donc la première chose qu'on voudrait faire, c'est dissiper, j'espère, un malentendu qui serait que nos entreprises ne sont pas volontaires, motivées, partie prenante, positive dans l'ensemble de l'exercice du débat, à la fois en tant qu'entreprise, mais aussi avec l'ensemble de leurs salariés, l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles elles travaillent. Et donc c'est un message positif et en faveur de la transition que nous venons vous porter aujourd'hui. Et on a essayé de le mettre dans la présentation. Nos convictions, c'est qu'on a un grand nombre d'atouts pour réussir cette transition et que, en s'appuyant sur nos atouts, en étant raisonnable, rationnel dans le choix du mix énergétique et les leviers de la transition, nous pourrons en faire un exercice d'amélioration de la compétitivité des entreprises, de création de richesses, de création d'emplois sur l'ensemble du territoire national. Alors moi j'ai retenu de l'ensemble de beaucoup d'interventions le fait que, au fond, beaucoup d'entre vous nous soutiennent dans notre demande de, au fond, clarifier, avoir plus de visibilité, avoir plus de meilleures estimations sur la croissance, sur l'emploi, sur les besoins d'investissement, des différentes options de trajectoire de mix énergétique. Et évidemment, nos entreprises, y compris par les produits qu'elles développent, sont tout à fait en faveur de prendre l'impact de tel et tel scénario en matière de création d'emplois ou de création de nouvelles richesses. Il n'y a absolument aucune position défensive sur ce thème. Alors, par ailleurs, on nous a demandé au fond, quelle était la transition que nous préconisions, et on nous a un peu dit que, en étant très défensif, on ne proposait qu'aucune transition. Eh bien au contraire, on a l'impression que pour un secteur, encore une fois, qui est extrêmement capitalistique, qui est obligé de faire des investissements qui sont très longs avec des temps de retour très longs, nos entreprises, de manière collective, abordaient le débat avec une réelle volonté de faire ces investissements, de faire bouger les lignes, mais d'une manière, encore une fois, cohérente avec le temps caractéristique de ces investissements. Donc, il y avait un premier gros sujet qui était compétitivité et investissement. Et je ne sais pas si Jean Durusquet de Total, qui a participé au groupe de travail sur la compétitivité de l'énergie, souhaiterait intervenir. Je vous en prie. Monsieur, donc vous pouvez vous représenter, parce que là, en plus, on ne vous voit pas du tout. Donc vous êtes bien caché dans un coin. Jean Durusquet, Total. S'agissant de la compétitivité de l'énergie, je crois qu'il faut... Nous sommes partis du constat suivant, c'est qu'en France et en Europe, l'énergie est chère et quel est l'écart entre le prix de l'énergie en Europe et puis chez nos principaux concurrents s'est considérablement élargi depuis quelques années. Et ceci est lié, on vous l'a dit, à
quelques facteurs comme le rôle dominant du charbon en Chine, ça représente 70% de la production énergétique chinoise, et puis le prix du gaz de schiste. Donc on se trouve avec une situation, si on considère les industriels, où les industriels, disons en France, ils payent leur électricité plus de 2 fois plus cher qu'aux États-Unis, et ils payent leur gaz plus de 4 fois plus cher qu'aux États-Unis. Donc il y a un véritable sujet à avoir en tête quand on réfléchit à ce qu'on va faire. Et c'est par rapport à cela, à cette contrainte-là, en partant d'une vision réaliste des choses, qu'il faut s'interroger sur l'évolution du mix énergétique et sur les investissements qui sont associés au mix énergétique. Et nos recommandations, sans rentrer dans les détails, elles appartiennent à 2 familles. Une première qui a fait réagir certains d'entre vous, c'est cette notion de prix de l'énergie qui reflète les coûts de production de l'énergie. Il faut que les investisseurs aient une visibilité sur les conditions économiques dans lesquelles ils investissent. Parce que, et je crois que c'est quelque chose à avoir clairement dans l'esprit, et vous le savez bien, certains des groupes de travail du Conseil national ont beaucoup travaillé là-dessus, les investissements qui sont associés à la transition énergétique, c'est-à-dire à la diversification du mix énergétique, sont absolument considérables. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses? Je suppose que oui. On avait... Alors, peut-être pour passer à une autre question, puisqu'il a été question spécifiquement de ce que nous avions proposé sur... Je m'excuse de vous interrompre. Il me semble qu'en tout cas, là, on a quand même un point sur cette question des prix, c'est-à-dire les coûts énergétiques pour les différents secteurs industriels de façon comparée. Je pense que c'est une question que nous avons là dans le débat depuis un moment et qu'il faut qu'on arrive à éclaircir et à travailler. Alors, il y a plusieurs lieux pour ça. Je pense qu'il faudra vraiment y arriver. Et je pense que c'est très important qu'on ait une vision évidemment claire. C'est à la fois l'électricité, c'est pas seulement l'électricité, bien sûr. Et c'est vrai que c'est comparatif en fonction aussi des efficacités relatives des différents secteurs industriels, aussi de façon comparée. Donc là, je prends note en tout cas qu'on a besoin de ce travail, à voir où est-ce qu'on le traite. Hein. Et voilà, je voulais ne pas l'oublier. Hein. Merci. Donc, on a eu un certain nombre de questions sur le biogaz et puis nos propositions en matière d'énergie renouvelable, et notamment sur le fait qu'on ne souhaitait que développer, que financer, que soutenir la recherche et le développement et puis rien faire après. Alors, je pense qu'il faut évidemment dissiper ce qui serait un malentendu, mais je pense que Jean-Louis Bal, du syndicat des énergies renouvelables, est le mieux placé pour vous préciser ce que nous avons proposé dans ce cadre. Oui, bonjour à tous. Donc Jean-Louis Bal, syndicat des énergies renouvelables. Je suis caché à l'avant-gauche, là derrière la caméra. Et effectivement, la façon dont, pour les besoins de la synthèse, on a exprimé le soutien donc au développement, au soutien donc large et prévisible au développement des énergies renouvelables, ça peut prêter à interprétation. Il est clair que pour nous, lorsqu'on dit des débouchés domestiques adéquats, dès que cela fait sens économiquement, cela ne veut pas dire que les filières à qui on doit assurer ce débouché doivent être déjà compétitives, sinon elles n'ont effectivement plus besoin d'un quelconque soutien. Vous remarquez d'ailleurs que nous avons classé dans les filières matures l'éolien terrestre et que pour autant, nous ne demandons pas qu'on supprime les tarifs d'achat pour l'éolien terrestre. Donc voilà, je voudrais dissiper donc ce malentendu. Nous vous avons simplement voulu dire que suivant l'état de maturité des filières énergie renouvelable, le mode de soutien ne doit pas être le même. On ne soutient pas les énergies marines de la même façon que le photovoltaïque ou l'éolien.
Et les deux grands messages que nous avons voulu faire passer dans la slide sur les énergies renouvelables, c'est la question justement donc de ce soutien, de cette visibilité, et celui de la politique industrielle. Alors, donc, je voudrais les commenter rapidement. Pour nous, lorsqu'on parle de visibilité, il ne s'agit pas uniquement de définir des objectifs. Je salue, comme Marc Jedliska, la prise de position de la ministre sur les objectifs à l'horizon 2030, les objectifs contraignants. J'ai d'ailleurs publié un communiqué de presse à ce sujet hier soir. Mais les objectifs, ce n'est pas suffisant. Les objectifs, ce n'est pas suffisant pour assurer la visibilité pour les entreprises. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a eu le Grenelle de l'environnement qui était suivi de lois, qui était suivi de PPI, donc de programmation pluriannuelle des investissements. On a pris des objectifs contraignants dans le cadre de la directive européenne à l'horizon 2020. Mais pour autant, nos entreprises à qui je parle tous les jours, elles n'ont pas de visibilité sur leur chiffre d'affaires 2013 et encore moins sur leur chiffre d'affaires 2014. Donc, pour nous, lorsqu'on parle de visibilité, il s'agit avant tout de visibilité sur les moyens que l'on se donne pour atteindre les objectifs. Les objectifs, c'est très beau, mais c'est très très loin d'être suffisant. Par ailleurs, sur les filières industrielles, il a été dit qu'il fallait avoir un déploiement chez nous pour que ces filières puissent devenir exportables. Nous souscrivons évidemment à cette affirmation, mais encore une fois, nous disons que c'est insuffisant. Il ne suffit pas d'avoir un déploiement, et on en a eu la démonstration ces dernières années, il ne suffit pas d'avoir un déploiement chez nous de l'éolien ou du photovoltaïque, par exemple, pour que nous devenions exportateurs nets dans ces secteurs. C'est exactement l'inverse qui se passe aujourd'hui. Et donc, ce que nous demandons par la deuxième proposition, c'est que le soutien au développement du marché se double d'un soutien à l'offre industrielle de façon à ce que l'on puisse réellement devenir exportateur. Merci, Maire, merci. Moi, je voudrais dire deux mots avant de laisser la parole à Marie et à Thierry. D'abord, pour me réjouir de ce débat, de ce qu'on arrive à se dire les uns les autres autour de ce débat, de l'échange qu'on a là et dont on voit qu'on pourrait prendre encore plus de temps. Et donc Thierry Val peut envoyer un deuxième SMS à la ministre pour dire qu'elle a eu une bonne idée de créer ce groupe de contact des entreprises de l'énergie et que de fait il convient maintenant d'aller un peu plus loin. J'ai entendu plusieurs remarques qui disent que nous serions sur la défensive. Alors pour bien marquer les esprits, en particulier de Mathieu Orphelin, j'ai fait remettre cette slide là pour que tout le monde puisse la lire et faire une étude du côté défensif de cette slide qui repère que la France a beaucoup d'atouts sur le champ énergétique, un mix qui est celui qui est le moins carboné en Europe juste après la Suède, 4 fois moins que la moyenne, 5 fois moins que l'Allemagne, une énergie qui est aujourd'hui disponible à la fois sur la question du prix, mais aussi de la qualité de l'énergie, il faut le rappeler de temps en temps, et de l'approvisionnement qui est fait en France, et qui, me semble-t-il, est de nature d'avoir les champions internationaux qu'on a là. Et évidemment, si on a ces champions internationaux, c'est qu'ils ont à l'intérieur d'eux des compétences de très bon niveau, et que, au fond, sur la question que Denis Baupin posait, sur oui, ben voilà, on a tout mis sur la table, et de fait, notre travail aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, c'est de faire un socle. Il me semble que ce débat sur la transition énergétique en France ne peut pas se faire en France comme il se ferait dans n'importe quel autre pays. On peut parfois s'étonner ou se dire, on serait dans n'importe quel pays, on pourrait faire le même débat sur l'avenir. On a un certain nombre d'atouts autour du mix énergétique tel qu'il est en France, au regard de son efficience et au regard de son impact environnemental, au regard des filières d'excellence qui font qu'il est là. On dit, et c'est la proposition 7, qu'il est urgent, important de créer de grandes filières de nouvelles énergies. Et si on regarde bien la proposition 7, au milieu, à côté de éolien offshore, il y a marqué biomasse et bois, dans le document que vous avez, et que
il ne faut pas les opposer. La France gagnera si elle sait faire progresser ses filières matures et si elle met à côté d'autres filières. Après, il y a 2-3 petites informations, en particulier dans l'intervention de Maryse Arditi, dont je salue l'intérêt, et je sais qu'il est fort ou qu'il est important sur la sauvegarde des entreprises électro-intensives. Dans une entreprise électro-intensive, alors il y a d'autres chiffres que vos 10%, parce que je crois que Jean-Pierre Clamadieu dit 27% de la différence du prix de l'énergie qu'il achète en France et en Allemagne. Mais restons sur votre 10%. Quand le coût de l'énergie pour l'entreprise électro-intensive représente plus des 2/3 ou quasiment les 2/3 du coût de la masse salariale, ce petit 10%-là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Quand une entreprise, pour faire son job, achète 2 milliards d'énergie, ces 10%-là, ça a beaucoup de conséquences, y compris, ou plutôt déjà en emploi. Et il me semble qu'il faut le prendre en compte. Troisième point sur la compétitivité. Je vous remercie de saluer qu'on s'intéresse à la compétitivité de toutes les entreprises et pas spécifiquement des entreprises de l'énergie. Et que pour qu'il y ait la compétitivité de toutes les entreprises, et c'est le titre qui est là, il faut qu'elles aient une énergie compétitive. C'est le job des entreprises qui font l'énergie, mais notre intérêt était global. Et malheureusement, l'entreprise dans laquelle je travaille, Schneider Electric, a aujourd'hui des solutions de smart grid de très bon niveau, vendues dans le monde entier, sauf en France. Elles sont aussi fabriquées en France, à Angoulême. Schneider est le 5e exportateur français, merci de me permettre de le rappeler. Et ces solutions, pour des raisons administratives et réglementaires françaises, sont installées partout dans le monde dans l'objectif de faire des villes plus intelligentes, moins consommatrices, et ne peuvent pas l'être en France. Donc vous voyez, on peut être un leader mondial sans pouvoir implanter sur son marché d'origine les produits qu'on sait mettre. C'est là la force des entreprises françaises qui sont des champions mondiaux. Je vais laisser la parole à Marie. Je suis désolée, Gilles, il y a vraiment un problème de temps là, parce on est vraiment dans l'heure et demie. Alors une minute à Marie. Dans une minute. Donc vraiment, c'est très court parce qu'il faut vraiment qu'on clôture. On s'était dit 1h15, là c'est 1h30, c'est bien, mais voilà, il faut clôturer. Marie Mugler d'Alkia, je suis rapporteure du groupe sur la filière industrielle de la maîtrise de la consommation d'énergie. Quel dommage d'avoir si peu de temps pour mettre en lumière de façon plus précise les travaux du groupe dont j'ai coordonné la production. Pour dire les choses en un mot, nous considérons que la rénovation du bâtiment doit être l'objectif prioritaire de la politique de maîtrise de la consommation d'énergie. Nous pouvons nous y attaquer de façon massive avec une approche qui sera spécifique bâtiment par bâtiment. Donc je vous renverrai à la suite de nos travaux. Ce sujet a été au cœur de nos débats. Je peux vous assurer que pour ce qui concerne l'efficacité énergétique et le fait de s'attaquer au gisement d'énergie, d'économie d'énergie que représente le bâtiment, c'est 44% des consommations énergétiques en France. Les entreprises sont en mouvement. Les entreprises sont déjà dans la transition énergétique. La filière existe, elle est structurée, elle peut renforcer son offre et la projeter de façon plus puissante auprès des ménages et des différents maîtres d'ouvrage. Et pour répondre à une question posée tout à l'heure en matière de soutien, ce qui est recommandé par le groupe, c'est d'étendre un certain nombre de mesures déjà existantes pour couvrir de façon plus large les secteurs qui aujourd'hui ne seraient pas concernés par les mesures et les outils de financement existants, mais on aura l'occasion d'y revenir de façon plus précise, car très franchement, cela mérite qu'on y passe un peu de temps pour éviter d'être caricaturaux. Merci. Moi, du coup, je vous encouragerais volontiers dans la suite du travail à vraiment apporter, en tout cas, ces premiers éléments. Donc je comprends encore une fois qu'ils sont une première étape. Dans les groupes de travail qui continuent à fonctionner, on en a jusqu'à la fin du mois de mai, en tout cas, quasiment, il y a plusieurs groupes qui fonctionnent où ces contributions vont être utiles. Donc vraiment, faites-le. Je crois que c'est important qu'on puisse maintenant arriver à voir où est-ce que peuvent se dégager des convergences par rapport à ces propositions que
que vous avez sur la table, qu'il y aura d'autres propositions évidemment qui émergent. Et donc, je vais clôturer cette partie de cette audition en vous remerciant de cette contribution complète. Vous avez fait un panorama, je crois. Alors, je suis vraiment désolée parce qu'il y avait sûrement d'autres commentaires et d'autres discussions. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion, peut-être à travers la présentation, d'autres points de vue comme ça complets. Et au fond, après tout... je pense que puisque le groupe de contact des entreprises l'a fait, il pourrait y avoir d'autres groupes qui veulent faire, comme ça, une proposition d'ensemble qu'on pourrait écouter. Ça peut être une idée, en tout cas, j'ai réfléchi comme ça tout haut. Mais utilisons quand même ce cadre des groupes de travail pour arriver à travailler, comme on se l'est dit, les convergences et les divergences au sein de ces groupes, pour qu'on arrive à des conclusions. Donc merci de votre contribution. Je crois que il y a un certain nombre de questions qu'on a retenues. Enfin, moi je retiens qu'il faut qu'on travaille sérieusement ensemble sur cette question des coûts de l'énergie dans les différents secteurs industriels pour qu'on comprenne, et ça, il me semble que le groupe compétitivité a toute sa vocation pour y travailler, hein, donc on devrait y arriver au sein de ce groupe. Et puis sur d'autres points sur lesquels on reviendra peut-être en ouvrant la séance du Conseil national dans quelques minutes.